Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Vidéo 3, continuation du cours. Donc nous sommes maintenant au chapitre 4 sur les transformations canoniques et les fonctions génératrices. Dans cette vidéo là on va parler du crochet de poisson et les transformations canoniques, puis on abordera les exercices du chapitre. Donc position du problème. On opère sur un système une transformation canonique qui a tout groupe d'anciennes variables en associe de nouvelles, et que donc la transformation est canonique. Alors on se pose la question, que devient le crochet de poisson entre les nouvelles variables ou bien pour des fonctions dans le nouveau jeu de variables. Théorème. Alors le crochet de poisson, les crochets de poisson sont indépendants du jeu de variables canoniques dans lequel ils se sont exprimés. C'est-à-dire, si je dispose de deux fonctions f et g, alors le crochet de poisson de f et g dans l'ancien jeu de variables est égal au crochet de poisson de f et g dans les nouvelles variables. C'est-à-dire que ces deux relations-là sont égales. Bon, ils expriment donc le crochet de poisson. Sachant que f et g sont des fonctions quelconques qui peuvent dépendre ou bien des anciennes variables ou bien d'une nouvelle variable. Mais dans tous les cas, le crochet de poisson de ces deux fonctions est indépendant du jeu de variables dans lequel il s'est exprimé. C'est un théorème que nous ne démontrerons pas à cause de la complexité de la démonstration, mais il découle de ce théorème que le crochet de poisson reste valable, que ce soit dans les anciennes coordonnées ou dans les nouvelles coordonnées. C'est-à-dire qu'on peut substituer les anciennes coordonnées par les nouvelles et obtenir toujours le même résultat. Mais dans tous les cas, ici, on peut retenir les trois points suivants. C'est-à-dire, pour toute transformation canonique qui fait passer d'un ancien jeu de variables à un nouveau jeu de variables, le crochet de poisson permet de vérifier le caractère canonique d'une transformation, de cette transformation, c'est-à-dire que l'on doit vérifier les trois crochets suivants, c'est-à-dire le crochet de poisson des coordonnées avec les moments est égal à delta ij, et le crochet de poisson des nouvelles coordonnées entre elles est égal au crochet de poisson des nouveaux moments entre eux est égal à 0. Ces équations-là, s'ils sont vérifiées, on dit que le jeu de variables QP est canonique et que la transformation donc serait qualifiée de canonique. D'autre part, pour toute transformation canonique, les crochets de poisson sont invariants, c'est-à-dire ce qu'on vient d'écrire ici dans le théorème. Donc, une transformation, si on considère un jeu de variables ancien et nouveau, on peut vérifier que le passage des anciens vers le nouveau inversement est canonique si ces relations-là sont vérifiées. C'est-à-dire que les relations vérifiées par les anciennes sont vérifiées aussi par les nouvelles coordonnées, et que tout crochet de poisson
qu'il soit exprimé dans les anciennes coordonnées, par les anciennes coordonnées ou par les nouvelles coordonnées, le résultat est inchangé. Bien. Exercice du chapitre. On va commencer par un système à 2 degrés de liberté. Considérant la génératrice G2 définie par G2 est égale à cette expression-là, c'est-à-dire il relie les anciennes coordonnées avec les nouveaux moments. C'est un système de degré de liberté dont le degré de liberté est égal à 2. Donc on a 2 coordonnées Q1 et Q2 et 2 moments P1 et P2. On demande donc à partir de G2 de définir la transformation. C'est très simple. Je sais que les moments, les anciens moments, c'est la dérivée partielle de G2 par rapport aux coordonnées. Et les nouvelles coordonnées, c'est la dérivée de la génératrice G2 par rapport au nouveau moment. J'applique ces relations-là, j'obtiens donc Q1 est égal à Q1, Q2 est égal à Q1 plus Q2, P1 est égal à P1 plus P2 et P2 égale P2. Donc la transformation est définie à partir de ces 4 égalités. C'est-à-dire que grand Q1, si je cherche les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes, j'obtiens donc grand Q1 est égal à Q1, grand Q2 est égal à Q1 plus Q2, grand P1 est égal à P1 moins P2 et grand P2 est égal à P2. Donc la transformation, l'inverse, est obtenue facilement et on obtient donc les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes. C'est la transformation demandée. On peut vérifier aussi que cette transformation est canonique lorsqu'on vérifie que QI et PJ est égal à delta IJ. Bien sûr, le crochet de Poisson ici est exprimé en fonction des anciennes coordonnées pour montrer que la transformation est canonique. Parce que si la transformation est canonique, alors le résultat peut être, ce crochet de Poisson peut être exprimé dans les nouvelles coordonnées et obtenir le même résultat. Très bien. Deuxième question. Donc, on se donne une certaine transformation dans laquelle f est une fonction des anciennes coordonnées et g est une fonction quelconque des anciennes coordonnées et que la transformation est définie à partir de f et de g et de la fonction exponentielle sous la forme suivante. Grand Q est égal à f de Q exponentielle kp et grand P est égal à g de Q exponentielle moins kp. Cette transformation est-elle canonique? Alors, le crochet de Poisson entre les coordonnées, entre les nouvelles coordonnées Q et P, je le calcule et j'obtiens donc le résultat suivant qui n'est autre que, pour que la transformation soit canonique, il faudrait que ce crochet de Poisson soit égal à 1, c'est-à-dire que cette relation-là doit être vérifiée, d'où on montre, parce que cette relation-là c'est moins k que je peux faire sortir, facteur de f' fois g plus f fois g', c'est-à-dire la dérivée du produit fg par rapport à q. Alors il faut que la dérivée de f fois g par rapport à q soit égale donc à moins 1 sur k. Cette condition-là est la condition nécessaire et suffisante pour que la transformation citée soit canonique. Bien.
troisième exercice, trouver la condition sur f, cette fois-ci sur f uniquement, pour que la transformation qui a tout q associé f de q cosinus de p et p égale f de q sinus de p. Alors, trouver la condition pour que cette transformation soit canonique. La même chose donc, j'utilise le crochet de Poisson entre q, entre les nouvelles variables. J'obtiens donc ce résultat qui montre que f' fois f doit être égal à 1. Ça veut dire que la dérivée de f au carré sur la dérivée de f au carré par rapport à q doit être égale à 2. Parce que ceci est égal à 1, ça veut dire que la dérivée de f au carré est égale à 2. Alors, cette condition-là est la condition sur f que doit vérifier la fonction f pour que la transformation ici soit canonique. C'est-à-dire le crochet de Poisson entre q et p parce que c'est l'ordre de parce que le degré de liberté est égal à 1. Le crochet de Poisson entre q et p doit être égal à 1. Sachant bien sûr que le crochet de Poisson entre q et q est égal au crochet de Poisson entre p et p est égal à 0. Bien. Alors, troisième exercice, ce que l'on appelle rotation d'angle alpha dans l'espace des phases. Soit la transformation suivante, qui a tout q, p, on associe ces expressions-là. Montrer que la transformation est canonique, trouver sa fonction génératrice G1. Oui, donc ici c'est la réponse. Alors, montrer que la transformation est canonique, c'est-à-dire faire le crochet de Poisson entre q et p, et montrer qu'elle est égale à 1. Si je fais ce crochet de Poisson, j'obtiens donc cette expression-là qui me donnerait celle-ci, qui est automatiquement égale à 1. Donc la transformation est canonique. Cherchons la génératrice G1 associée à cette transformation. Alors, comment on va faire? On sait que G1 dépend des anciennes et de nouvelles coordonnées. Donc, j'exprime le nouveau moment à partir de la relation comment j'ai fait pour obtenir donc cette relation-là? Je remplace Q, j'exprime la coordonnée, l'ancien moment P en fonction de grand Q et de petit q de cette relation, et je le remplace ici par son expression, et j'obtiens donc cette relation-là donc est obtenue lorsque je remplace P par son expression dans grand P, qui donne donc et je sais que P, d'après cette expression-là, est donné par cette expression. Ceci me permet donc de lier P aux anciennes coordonnées, c'est ce que l'on a obtenu ici, et d'obtenir donc que grand P en fonction des anciennes coordonnées s'écrit alors sous cette forme, parce que je remplace P par son expression et j'obtiens donc l'expression du nouveau moment. Et comme on sait que D de G1 est égal à PD de Q moins PD de grand Q, qui donne donc D de G1 sur D de Q est égal à petit p, et D de G1 sur D de Q est égal à moins p. Ça, c'est la définition de la fonction G1.
d'après la vidéo précédente. Dans ces conditions donc, d de G1 sur d de Q est égal à P, et je remplace P par cette expression-là, qui montre donc que G1 est égal à ce résultat. J'intègre par rapport à petit q, comme grand Q et grand et petit q sont indépendants, donc on obtient ici le produit, et là on obtient Q au carré sur 2. En intégrant, on obtient Q au carré sur 2. Oui, donc j'ai oublié un 2 ici. Ce n'est pas grave. De toute façon, on doit obtenir l'expression de G1 en intégrant cette partie-là par rapport à petit q, plus une constante. Cette constante dépend donc de grand Q, qui est considérée comme constante dans la dérivation ici. Et si j'écris d de G1 sur d de grand Q est égal à grand P, est égal à moins grand P, donc je dois remplacer moins P par cette expression-là et j'obtiens ce résultat. Et j'intègre suivant grand Q, sachant que grand Q et petit q sont des coordonnées indépendantes parce que la dérivation est faite à Q constante. En intégrant cette partie-là, on obtient donc ce résultat. La même chose donc, l'intégrale de Q cosinus de alpha, c'est Q au carré sur 2. Donc j'ai oublié aussi un 2 ici, qui doit être écrit ici. Plus, puisqu'on a intégré par rapport à grand Q, donc plus G de Q. Il est clair que les deux expressions de G1 doivent être les mêmes, c'est-à-dire qu'ici, cette partie-là, c'est F de Q ici, ou bien G de Q serait cette partie-là, dans laquelle il y a un 2 ici, ou bien un 2 là. Bien. Finalement, je remplace donc F de Q ou bien G de Q par sa valeur, et j'obtiens donc G1 est égal à ceci, dans laquelle ici on a un 2 qui manque. Ce n'est pas grave, mais de toute façon, faute d'impression. On peut donc procéder de la même manière et chercher les autres types de génératrices de cette transformation. C'est-à-dire, on a procédé de cette manière pour obtenir G1. On peut faire la même chose et obtenir par exemple la fonction G2. Donc, comment on obtient cet exercice-là? Comment il est structuré? On se donne une fonction, on se donne une transformation, on demande est-ce qu'elle est canonique. Donc ceci est vérifié d'après le crochet de Poisson. Parce que c'est de dimension 2, donc je fais un seul crochet de Poisson est égal à 1. Et s'il est égal à 1, ça veut dire que la transformation est canonique. Pour obtenir la fonction G1 par exemple, je sais que G1 dépend des anciennes coordonnées. Donc je dois, à partir de cette transformation, exprimer les moments petit p et grand P. Je dois les exprimer en fonction des variables de la fonction G1. J'obtiens alors, d'après cette équation-là, P égale à ceci. Et d'après la deuxième équation, si je remplace P par sa valeur, j'obtiens donc grand P en fonction de grand Q et de petit q. Ces deux relations donc permettent donc d'obtenir d de G1 comme d de G1 sur d de Q est égal à petit p et d de G1 sur d de Q est égal à moins p, par intégration d'obtenir deux formes pour G1. Soit G1 sous cette forme-là, ou bien G1 sous cette forme-là. Ce terme-là, il est commun aux deux fonctions. Il est clair que ici f de q, si je est égal à cette expression, et g de q est égal à l'autre expression, donc G1 est égal
à ce résultat-là. C'est ce qu'on a écrit ici, en remplaçant donc G de Q par son expression ici. On obtient donc ce résultat. Avec l'erreur, si on ne doit pas, on doit trouver, je pense, 1, 2 ici, je pense. Donc, la même chose donc pour G2 ou bien G3 ou bien G4. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.